Et bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble, avec chaque semaine un élu du territoire dont les décisions impactent directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédérique Puissat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes sénatrice de l'Isère depuis 2017, conseillère départementale sur le canton Matésine-Trièves depuis 2011. Vous êtes également membre des Républicains et puis vice-présidente du parti depuis l'élection d'Éric Ciotti. Quel est votre rôle justement en tant que VP des Républicains ? Alors, je suis surtout vice-présidente du président Retailleau, qui est le président du groupe Les Républicains au Sénat. Donc, c'est mon rôle précis. Je suis vice-présidente de Yannick Neuder, qui est le président départemental en Isère. Hein. Ah, je vous ai vu dans l'organigramme national. Non, je suis dans l'organigramme national, mais je ne suis pas vice-présidente avec une fonction attitrée. Voilà. Mais voilà, effectivement, mon engagement dans le parti. Un parti qui a perdu une de ses figures emblématiques en ce début d'année, la personne de Rachida Dati, qui était remerciée pour avoir accepté de rejoindre l'équipe d'Emmanuel Macron en devenant sa ministre. Comment vous avez vécu ce transfert un peu surprenant ? Mal, parce que vous savez, Rachida, il faut le dire, c'est un peu une star, quoi. Oui. Quand elle on la voit, ce qu'on m'en dit, c'est quand elle se promène à Paris, on l'interpelle, on fait des selfies. Bref, elle avait une image charismatique et on avait beaucoup investi sur elle. Quand je dis qu'on a beaucoup investi, ça veut dire qu'elle a eu des places prépondérantes pour aller représenter notre mouvement politique, soit dans un stade électoral, soit effectivement sur des plateaux de télé. Et un peu un sentiment de trahison quand elle a accepté. Alors déjà, le Premier ministre le président de la République, je pense, lui a fait cette proposition alors qu'il s'était engagé à ne pas aller débaucher un peu par unité un certain nombre de personnes. Ça, c'est pas très courtois. Et elle a accepté derrière. Et je trouve que ça n'honore pas la politique. Voilà comment je l'ai ressenti. Donc j'ai mal ressenti. C'est vrai qu'on n'est pas toujours très bien dans ces situations-là. C'est ainsi. Qu'est-ce que vous pensez plus généralement de ce nouveau gouvernement qui a été d'ailleurs remanié il y a quelques jours ? Écoutez, c'est un jeune Premier ministre avec des ministres, dans un premier temps, qui étaient un peu des ministres disparates. Là, on vient effectivement d'avoir un nouveau remaniement qui fait qu'on a de nouveaux ministres qu'on va apprendre à connaître. Je pense que, j'allais dire, peu importe qui aurait été Premier ministre, je pense que sur ces élections présidentielles-là, on est mal parti depuis le début. Le président de la République a fait le choix d'enjamber l'élection présidentielle. Nous n'avons donc eu aucun programme. Et derrière, on a donc des premiers ministres qui essayent, j'allais dire, de se caler un petit peu à des réalités qui sont des réalités au quotidien, sans cap, sans direction, parce qu'il n'y en a pas eu au cours de cette campagne. Et on le voit dans tous les textes. Si on veut parler du texte qu'on va avoir, qu'on ne connaît pas encore sur la fin de vie. J'ai coutume de dire que selon que le président de la République rencontre le pape ou Lynn Renault, il a un avis qui est complètement différent. Donc il nous manque un cap. Donc du coup, le gouvernement va mettre en application une politique qui est plutôt une politique un peu à la boussole, c'est-à-dire qu'il va naviguer avec une majorité qui n'est pas une majorité stable à l'Assemblée nationale, mais surtout, on a des députés qui ont des positions qui sont radicalement différentes au sein même d'une même majorité. Donc c'est compliqué. Après, moi, sur mes thématiques, je vais avoir Madame Vautrin. C'est un peu une chance parce que c'est quelqu'un de terrain. Ça a été la présidente d'une grande intercommunalité. Elle vient de notre famille politique. Ça a été la présidente d'une grande intercommunalité. Donc je pense qu'on arrivera à travailler sur le droit du travail de façon construite. Mais je pense que très honnêtement, alors on a un jeune Premier ministre qui est plutôt sympathique, il faut le dire. Je suis montée l'autre jour avec des habitants de la commune de Saint-Marcelin. Il a fait des selfies, c'est sympa. Mais en même temps, le problème, c'est que ce gouvernement est mal parti parce que le président de la République a fait le choix d'enjamber l'élection présidentielle et on ne sait pas où il va. Franchement, on ne sait pas où il va. Bon, alors ce deuxième remaniement a permis au gouvernement d'évacuer Amélie Oudéa-Castéra, qui a été remerciée en tout cas à l'éducation. Bon, il n'y avait peut-être pas d'autres solutions. Et puis... Très honnêtement, je me permets de vous couper. Ouais. Je trouve que l'éducation nationale, c'est typiquement le bon sujet. Le président de la République a fait 2 mandats. On a eu un ministre de l'Éducation nationale qui a conduit au démarrage une certaine politique. Ensuite, on a eu Pape Ndiaye qui a eu une politique complètement différente
du ministre de l'Éducation nationale préalable. Ensuite, on a eu Gabriel Attal, qui en a eu encore une complètement différente de celui de Pape Ndiaye. Et là, on a une ministre qui est plutôt de gauche, qui avait en l'occurrence pas forcément accepté les positions de Gabriel Attal. Donc on a effectivement des gens qui naviguent d'une stratégie à l'autre, et je peux vous dire que quand on est sur le terrain, quand on est enseignant, c'est assez déroutant. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'évoque ce président de la République et ces politiques qui partent un peu dans tous les sens. J'avais une petite image à vous montrer, on va la revoir, c'était l'Assemblée nationale cette semaine avec le retour de l'Isérois Olivier Véran, qui n'a pas été rappelé dans ce deuxième service, il est là dans ce rond rouge, donc il redevient officiellement député, il a fait un retour discret dans l'hémicycle, en tout cas il n'est pas passé au milieu des journalistes pour répondre à leurs questions. Ça doit être difficile quand on a été dans la lumière comme lui pendant 4 ans, tous les jours, de redevenir un simple député. Oui, mais en même temps, il le sait. Quand on est élu, quand on est désigné ministre, on sait qu'à un moment donné, on est sur des contrats très courts, parfois très très courts, vous l'avez dit pour, en tout cas... Amélie Oudéa-Castéra, c'était rapide. Que sur une partie, puisqu'elle est restée quand même au gouvernement. Mais en l'occurrence, on sait que c'est très court, qu'il faut réussir à imprimer et à conduire un certain nombre de stratégies politiques sur ces délais très courts, et c'est du coup très compliqué, quoi. Et là, on a eu beaucoup de ministres qui se sont succédés sur des délais très courts. Je ne suis pas sûre qu'on arrive effectivement à bien imprimer, mais en tout cas, c'est vrai qu'il rejoint avec Elisabeth Borne les rangs de l'Assemblée nationale, mais il le savait quand il a été élu député, quand il a ensuite été élu ministre, encore ministre sous une autre mandature, et il rejoint maintenant ses rangs. Bon, voilà, je pense que... Et puis, il redevient médecin, on retrouve un médecin sur Grenoble, on peut s'en féliciter. Ce ne sera pas un luxe, paraît-il. Oui, absolument. Je ne sais pas s'il reprendra son activité à temps plein, mais bon. Non, peut-être pas, mais bon. Vous évoquiez, Catherine Vautrin, la moitié de ces nouveaux ministres de plein exercice viennent de votre famille politique. 6 sur 11, si on prend vraiment les têtes d'affiche du gouvernement. On peut rajouter aussi Aurore Bergé dans cette liste. C'est donc un gouvernement qui devrait faire une politique de droite. Vous parliez du cap qui est un peu flottant. Là, il a l'air d'être un peu plus défini avec cette équipe. Le problème, c'est qu'un gouvernement conduit la politique de la nation. Mais la politique de la nation, elle est définie par le président de la République. Je l'ai dit, le président de la République n'a pas fait d'élection présidentielle. Il n'y a eu aucune élection présidentielle. Souvenez-vous-en quand même, nous avions appelé systématiquement le président de la République à nous donner son cap, à nous dire là où il voulait aller. Il ne l'a absolument pas fait. Au début, on était effectivement en période de crise sanitaire. Ensuite, on a eu effectivement la place qu'il a prise au niveau européen. Et du coup, il s'est retranché derrière ces 2 postes-là. Ça veut dire que ce gouvernement n'a pas de cap précis. Donc c'est clair que sur un certain nombre de textes de loi, je l'ai dit tout à l'heure avec Catherine Vautrin, mais du reste c'était le cas avec moi, mes interlocuteurs, ça a été Elisabeth Borne et ça a été Olivier Dussopt. Quand on est sur des textes de loi, on arrive à s'entendre, on arrive à trouver des terrains d'accord. Mais un gouvernement, on ne l'attend pas là. Aujourd'hui, les Français n'attendent pas un gouvernement là. Les Français attendent un gouvernement pour résoudre leurs problèmes dans les compétences régaliennes de l'État. Que ça soit la santé, que ça soit la sécurité, que ça soit l'économie, c'est là qu'on attend le gouvernement. Et à minima, il aurait fallu que le président de la République détermine ce qu'il voulait pour le pays. Et comme il ne l'a pas fait, on a effectivement un gouvernement qui va devoir effectivement s'installer dans une logique presque du quotidien à la boussole, quoi. C'est-à-dire qu'un jour ça ira dans un sens, le jour d'après ça ira dans l'autre. Et franchement, je crois qu'on a besoin de décisions beaucoup plus importantes pour notre pays, ne serait-ce qu'en matière financière. Je le dis souvent, on parle du déficit de l'État. Personne n'arrive vraiment à imaginer ce qu'est le déficit de l'État. Moi, je vais vous donner qu'un seul chiffre. Jusqu'alors, le premier budget de l'État, c'était celui de l'Éducation nationale. Demain, quand je dis demain, c'est 2024-2025, le premier budget de l'État, ce seront les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette. C'est le premier budget de l'État. Ça veut dire, et on continue à s'endetter. La dette de fin 2022, c'est la même dette qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que sortie de crise sanitaire, on a exactement la même dette aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à baisser nos dépenses publiques et on n'a pas réussi à redonner aux Français de la confiance parce qu'au quotidien, on a perdu le contrat de confiance avec eux. En matière de sécurité, ils n'ont plus confiance. En matière de santé, ils n'ont plus confiance. Et en matière économique, ils n'ont plus confiance. Donc on est en vraie difficulté. Et moi, j'attendais ça de ce gouvernement, mais il ne peut le faire que si le président de la République a clairement évoqué ce qu'il voulait et il ne l'a pas fait lors des dernières élections. Alors, vous évoquez
les problèmes dont le gouvernement a vocation à régler en ce qui concerne la vie des Français. Il s'est attaqué, celui-là et puis l'équipe précédente, au sujet sensible de l'immigration, avec une loi dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, une loi qui a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel à la fin du mois de janvier. La plupart des articles qui avaient été proposés par votre famille politique ont été jugés inconstitutionnels. C'est un échec pour les LR ? C'est difficile parce qu'on a beaucoup travaillé sur ce texte de loi. Je rappelle quand même qu'on a eu une discussion qui a été clairement avortée. Nous avons de notre côté travaillé sur ce texte pendant de longues heures. Et nous avons eu des accords d'ailleurs du ministre Darmanin qui s'était positionné en faveur des amendements que nous déposions et qui étaient effectivement là pour enrichir le texte et répondre aux attentes des Français. Une fois que ce texte a été voté au Sénat, il est passé à l'Assemblée nationale, en commission des lois de l'Assemblée nationale, qui a fait le choix de censurer quasiment tous les amendements que nous avions déposés. Quasiment tous les amendements que nous avons déposés. C'est-à-dire qu'il est revenu au texte de loi initial, alors même que le ministre Darmanin avait voté nos amendements, enfin en tout cas avait donné un avis favorable à nos amendements. Donc une fois effectivement que le texte est sorti de la commission des lois de l'Assemblée nationale, il y a eu la motion de censure qu'on a connue, aucune discussion à l'Assemblée nationale, et le texte, finalement, notre texte voté au Sénat, est passé au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a retoqué plusieurs articles au motif que ce que nous proposions n'était pas rattaché au texte de loi. C'est ça qui s'est passé. On a trouvé quand même que la position du Conseil constitutionnel était très sévère. Nous l'avons jugé ainsi. Mais en même temps, cette décision n'est pas susceptible d'appel. On aurait pu quand même, et le président de la République en avait la possibilité, c'est l'article 10 de la Constitution, il aurait pu resoumettre au Parlement le texte tel qu'il avait été voté. Il aurait pu le faire. Il a fait le choix de ne pas le faire et de publier un peu à la sauvette ce texte de loi. Donc aujourd'hui, il est publié. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? On a effectivement considéré qu'on avait beaucoup travaillé, qu'on avait effectivement des positions qui étaient en adéquation avec ce que les Français attendaient. En tout cas, elles ont été plébiscitées par un certain nombre de médias qui ont pu interroger les Français. Donc on a fait le choix de redéposer un texte de loi pour mettre en place ce qu'on appelle un référendum d'initiative populaire et réinterroger les Français sur 5 items qui nous semblaient être des items importants qui étaient dans ce texte de loi qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel. C'est un peu compliqué, mais tout ça pour vous dire que quand à un moment donné, on veut s'attaquer à un problème, pour s'y attaquer, j'allais dire, en profondeur et résoudre le problème des Français, il faut au départ partir d'un texte qui est une base solide et qui veut aller jusqu'au bout de ce à quoi ce qu'on veut lui faire faire. Et ce n'est pas ce qui s'est passé avec le texte qui a été proposé par le gouvernement. Et derrière, la commission des lois a censuré ce que nous-mêmes nous avions fait alors que le ministre de l'Intérieur l'avait validé. Donc là aussi, on est dans une incohérence qui pose de vraies questions de fond. Ce référendum que vous évoquez, comment ça fonctionne ? C'est un dispositif qui existe depuis une quinzaine d'années, mais qui n'a jamais vraiment été mis en Il est compliqué à mettre en œuvre. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il y a 3 étapes. La première, il faut qu'il y ait à peu près 190 parlementaires qui signent cette demande de référendum d'initiative populaire. Sénateurs et députés compris. Sénateurs, députés. Ça, il n'y aura pas de problème. Je pense que nous y arriverons. La deuxième, il faut que le Conseil constitutionnel valide d'abord tous les noms des parlementaires. Ça, il n'y aura pas de sujet. Mais ensuite, qu'elle considère que l'objet des items qui sont proposés en référendum aux Français soient conformes à la Constitution. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et enfin, la troisième étape, il faut qu'on ait effectivement un pourcentage de Français qui acceptent ce référendum d'initiative populaire, en l'occurrence 5 millions de Français. Et c'est sur cette dernière partie qu'on achoppe un peu et qu'on n'a pas nécessairement le nombre de Français qui seront favorables à ce qu'on puisse effectivement soumettre au texte de loi ces 5 questions qu'on souhaite poser aux Français. Mais en tout cas, nous considérons qu'à un moment donné, les citoyens français doivent être interrogés sur la politique migratoire pour savoir qui on veut accueillir, dans quelles conditions et qui reste dans notre pays. C'est essentiellement ce qui nous motive sur ce texte de loi. Alors vous évoquiez les incohérences de Gérald Darmanin qui... mais pas que, hein. Non, mais voilà, c'est sur ce texte. Voilà, d'un côté ils votent, de l'autre côté, je veux dire, les parlementaires de sa famille politique ne votent pas, quoi. Alors, le ministre de l'Intérieur a demandé cette semaine, il y a quelques jours, la fin du droit du sol. Donc, il remet une couche dans l'autre sens. Alors, ça concerne le territoire de Mayotte, pour essayer de freiner l'immigration sur cette île de l'océan Indien. Elle a beau être à 8000 km de chez nous, en métropole, ça reste un département français, Mayotte. Aujourd'hui, c'est une proposition que vous nous avions faite. Que nous avions faite et qui n'a pas été acceptée par le ministre Darmanin en séance. Que nous avions faite, qui n'a pas été acceptée par le ministre Darmanin en séance. Alors pourquoi et qu'il aujourd'hui repropose il la propose sur son propre nom ? Parce qu'il est sous la pression
d'une population qui n'en peut plus. Je ne sais pas, alors moi je ne suis jamais allée à Mayotte, mais enfin j'ai regardé du coup l'actualité, notamment l'actualité immédiate. On a quand même aujourd'hui des familles, des populations qui sont assises et qui bloquent un certain nombre de parties du territoire de Mayotte en disant « aidez-nous, aidez-nous ». Nos enfants ne peuvent plus aller à l'école en sécurité. Nos enfants, quand ils sortent de l'école, doivent être accompagnés par des forces de l'ordre pour pouvoir entrer en sécurité à l'école. Nos écoles sont grillagées. Les femmes ne peuvent plus sortir le soir parce qu'on a des vrais problèmes. Très honnêtement, ce qui se passe dans ce territoire est un drame. Et malheureusement, si on n'est pas capable de regarder ce qui se passe à Mayotte, nous aurons demain les mêmes difficultés dans notre pays. J'en reste convaincue. Vous savez, je pense qu'un certain nombre de Français ont la chance de vivre notamment en ruralité, où on est moins concerné par les problématiques d'immigration. Mais dans certains quartiers, on a des vraies difficultés, et notamment dans notre pays, il y a des citoyens qui n'en peuvent plus de la façon dont se passent les choses. Et je crois qu'un pays souverain doit savoir qui rentre, qui reste et à quelles conditions. C'est essentiellement ce qui nous motive. Le Rassemblement national a en tout cas repris la balle au bond pour demander que cette suppression du droit du sol s'applique à tous les départements, à tout le territoire français. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que le Rassemblement national, quand on vote des textes de loi tels que ceux de l'immigration, comme on l'a discuté au Sénat, alors il n'a pas été discuté à l'Assemblée nationale, c'est vrai, mais au Sénat, on n'a pas eu une proposition. Il y a 2 sénateurs Rassemblement national au Sénat et puis un Reconquête. On n'a pas eu une proposition de leur part, pas eu une proposition. Donc à un moment donné, quand on est en capacité de traiter un problème et d'y travailler dessus, il faut y travailler dessus. Donc on attend qu'ils travaillent un peu plus dessus plutôt que d'avoir une grande communication qui ne sert pas à grand-chose. Puisque nous l'avons proposé, le ministre Darmanin l'a refusé, mais ce n'est pas eux qui l'ont proposé, et ils reviennent derrière sur cette logique-là. Bon voilà, je trouve que c'est un peu facile. Ce sont des positions qui sont un peu faciles de leur part et énormément dans la communication, et ça ne sert pas la cause, en l'occurrence, ceux qu'ils souhaitent servir. Bon, là, quoi qu'il en soit, la proposition de Gérald Darmanin paraît se heurter de toute façon au Conseil constitutionnel. On le voit mal valider ça alors qu'il a censuré une partie du Oui, mais texte. c'est surtout, je rappelle quand même, pourquoi est-ce que nous avons été censurés ? Parce que le Conseil constitutionnel a considéré, en ce sens, il a eu une analyse extrêmement stricte, et d'ailleurs l'analyse n'a pas été votée par tous les membres du Conseil constitutionnel, ça a été limite sur le vote, a considéré que ce que nous avons déposé comme amendement n'était pas en conformité avec le texte de loi. C'est l'article 45 de la Constitution. Franchement, on n'était pas si éloigné de ça sur tous les sujets qui ont été évoqués. Et en plus, il en a gardé certains et pas d'autres. Ça pose de vraies questions, mais le Conseil constitutionnel est souverain, ses décisions sont sans recours, et nous, on est respectueux de la loi et du cadre qui est posé dans notre Constitution. Donc on respecte effectivement ce principe-là, mais on considère que le combat n'est pas perdu, et on redépose un texte de loi qu'on a travaillé avec des constitutionnalistes pour qu'effectivement le référendum d'initiative populaire soit conforme à la Constitution et à ce sur quoi on veut interroger les Français sur un certain nombre d'items qui étaient dans le texte de loi. On attend les Français sur ce rendez-vous-là. À suivre donc cette histoire de référendum. Il faut avoir effectivement 5 millions de personnes. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. C'est là où on a toujours à choper sur tous ce qu'on appelle les RIP, les référendums d'initiative populaire. Est-ce que ce seuil n'est pas mis justement pour pas que ça puisse aboutir ? Je ne sais pas, on verra, on va voir si on réussit. En tout cas, on va essayer, on va mobiliser. Est-ce que vous avez assisté, Frédérique Puissat, au discours de politique générale du Premier ministre quand il est venu le faire devant les sénateurs? Vous étiez là. Alors, il a expliqué qu'il souhaitait, on le voit là, déverrouiller le système pour libérer l'initiative et la croissance. Il voulait simplifier aussi les démarches administratives. Il veut, par exemple, conditionner le RSA à 15 heures d'activité, désmicardiser pour promouvoir le travail ou lancer un service civique. Des annonces que, dans un autre temps, Nicolas Sarkozy aurait pu reprendre à son compte. Ça vous a donné envie de croire en ces propositions ? Nous, on accueille ce Premier ministre avec respect. Je vous dis, en plus, c'est quelqu'un de jeune, de sympathique. Et puis, on a envie que la France réussisse. Mais je l'ai dit, nous sommes sur une stratégie et un contexte politique. Le président de la République a fait le choix d'enjamber l'élection présidentielle. Nous n'avons pas de cap pour notre pays. Il a essayé d'en donner un petit peu. Non, il a beaucoup communiqué. On est sur une surcommunication du reste derrière. Et puis derrière, pas de majorité pour pouvoir faire effectivement aboutir un certain nombre de choses. Si on prend l'exemple il a effectivement communiqué sur les 15 heures pour les allocataires du RSA. Ce texte de loi est déjà passé. Il est passé en juillet dernier. Il est passé au Sénat, il est passé à l'Assemblée nationale. La loi est promulguée. Donc il n'y a même plus de sujet. C'est déjà en route. Donc là, c'est de la com.
C'est d'accord, c'est en route. Le problème, c'est que quand le texte de loi nous est arrivé, c'était Elisabeth Borne qui était en responsabilité et Première ministre. On avait déjà l'annonce de ces 15 heures. Ce n'était pas dans le texte de loi. Il y avait l'annonce, la communication, ce n'était pas dans le texte de loi. C'est le Sénat qui l'a rajouté. C'est le Sénat qui a rajouté un amendement en disant, puisque vous le dites, on va effectivement l'inscrire dans le texte de loi et on a inscrit effectivement les 15 heures. Nous l'avons inscrit dans le texte de loi alors qu'on n'était que dans la communication. Et on était sur 10 départements expérimentaux. Donc là, ce que nous annonce le Premier ministre, c'est qu'alors même qu'on a une expérimentation pour 5 ans et que les départements nous ont dit « laissez-nous finir l'expérimentation », nous on y est très favorable, c'est nous qui l'avons inscrit dans le texte de loi, mais laissez-nous finir l'expérimentation pour qu'on réussisse bien, lui annonce déjà qu'au 1er janvier 2025, on va tout généraliser. Bon, c'est une belle annonce, mais en même temps, il court-circuite les départements qui avaient dit « laissez-nous vraiment finaliser cette expérimentation pour qu'on ait quelque chose qui soit abouti ». Et 2, le précédent gouvernement l'avait annoncé, ne l'avait pas mis dans le texte de loi, c'est nous qui l'avons mis dans le texte de loi. Donc attention à la surcommunication, c'est comme ça qu'on perd les Français, c'est comme ça qu'on rompt j'allais dire, le lien social entre les Français et le gouvernement et le pacte social entre les Français et le gouvernement. Vous auriez préféré qu'il y ait un accord clair entre LR et ce nouveau gouvernement? Non, mais moi, j'aurais préféré avoir un président de la République qui soit de ma famille politique, qui annonce un certain nombre de choses. Alors, c'est vrai, hein, vous savez, si on reprend effectivement la retraite, le président de la République n'a jamais clairement annoncé que les Français devaient travailler jusqu'à 64 ans. Il n'a jamais clairement annoncé. Entre les deux tours, il a effectivement dit, parce qu'effectivement il était face au Rassemblement national et qu'il voulait capter un certain nombre de voix, il a effectivement dit qu'il pourrait augmenter le temps de travail. Mais il ne l'a jamais dit. Nous, on l'avait effectivement annoncé. On avait annoncé un programme très clair. On n'a pas été élu et on a fait moins de 5%. Hein, donc, j'allais dire, les choses étaient pliées. Mais j'aurais préféré avoir un président de la République qui soit de ma famille politique, qui ait un cap clair, qui se dise voilà où on veut aller. Et à partir de là, les gouvernements auraient mis en application une politique qui aurait été plébiscitée par les Français, à minima au premier tour et à minima au deuxième tour. Quoi, voilà. Mais là, le problème, c'est que non seulement on n'a pas de cap clair, on navigue à vue, on est en surcommunication, on n'a pas de majorité, certes, au sein de l'Assemblée nationale pour voter les textes de loi, mais même au sein de la famille politique du gouvernement en place. Quand on prend un député et qu'on prend un autre député, tout ça fait du en même temps et qui fait un peu du mi-chèvre, mi-chou, quoi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en difficulté vis-à-vis des agriculteurs, où on n'arrive pas clairement à énoncer les choses, même si, effectivement, il y a des problèmes qui sont plus lourds à gérer. Et où l'administration française, du coup, prend une place qui lui est dévolue et qu'elle est effectivement à la fois dans le surcontrôle et à la fois avec les Français un sentiment de se dire où est-ce qu'on va, quoi, et qu'est-ce qu'on m'inflige alors qu'il me semble que j'ai plutôt bien fait les choses. Et je pense que c'est ce qui est le vrai problème aujourd'hui de ce président de la République et de ce gouvernement. C'est pas tant M. Attal et sa personnalité ou ses ministres, mais c'est ça la vraie difficulté. Alors j'évoquais la volonté ou la com de Gabriel Attal de vouloir augmenter le SMIC. Le pouvoir d'achat, ça reste en tout cas au cœur des préoccupations de beaucoup de Français. Hein. Il y a 2 leviers pour s'y attaquer. Il y a ce qui rentre et il y a ce qui sort. Vous avez été nommée co-rapporteuse d'une mission qui va se pencher sur ce qui rentre, les rémunérations. C'est quoi l'objectif? Alors c'est une mission d'information qui démarre. Je vais vous donner mon sentiment. D'abord, il y a des stratégies court terme et des stratégies moyen-long terme. Pourquoi court terme? Parce qu'on a un contexte ces derniers mois où on a eu effectivement une inflation très forte. Et du coup, le SMIC a augmenté. Et du coup, les branches, puisque c'est bien au niveau des branches, et c'est normal, hein, au niveau des branches d'activité, qu'on détermine quels sont les minima et quelles sont les classifications qui permettent derrière de rémunérer les gens. Et on a effectivement eu des branches qui devaient sans arrêt se remettre en actualité pour s'adapter à cette augmentation du SMIC. Donc ça a été une vraie difficulté. Je pense qu'on doit réformer ce principe-là. Mais je crois fermement que nous avons un coût du travail qui est trop onéreux. Non seulement on a un coût du travail qui est trop onéreux, j'étais hier au MEDEF, j'intervenais effectivement sur un certain nombre de sujets. Je n'ai eu de cesse que d'avoir un certain nombre de chefs d'entreprise qui me disaient « mais chaque fois qu'on essaye d'augmenter des gens, ça nous coûte tellement cher en charge qu'effectivement on n'y arrive pas ». Donc je pense qu'il faut baisser le coût du travail, mais attention, si on baisse le coût du travail, ça veut dire qu'on baisse effectivement les recettes qui rentrent dans notre pays. Et on les baisse notamment sur ce qu'on appelle les filets sociaux, la sécurité sociale, l'assurance chômage, la retraite. Mais je crois aussi que les Français, qu'il y a une rupture du contrat social et du pacte social entre les Français et l'État. Et que les Français ne croient plus en la sécurité sociale telle qu'on l'a aujourd'hui, ne croient plus à l'assurance chômage telle qu'on l'a aujourd'hui et ne croient plus à notre système de retraite. Donc je pense qu'il faut réformer ces systèmes-là.
Je vous le dis comme je le pense. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la sécurité sociale telle qu'on l'a héritée d'après-guerre, le système d'assurance chômage tel qu'on l'a hérité d'après-guerre et le système de retraite tel qu'on l'a hérité d'après-guerre ne fonctionne plus. Et qu'il faut à un moment donné se poser des vraies questions. Nous nous étions posé la question sur la retraite, de la retraite par répartition et par capitalisation. C'est-à-dire capacité qu'on a individuellement à cotiser pour sa retraite et socialement à cotiser pour sa retraite. Et je pense qu'il faut qu'on réinterroge tout le système pour baisser le coût du travail de façon à ce que chaque entreprise puisse augmenter ses salariés et en augmentant ses salariés puisse effectivement permettre à des gens d'être plus heureux, de faire face à un certain nombre de charges auxquelles on ne peut plus forcément faire face. Et je pense que c'est là-dessus qu'on retrouvera une espèce de pacte social et de confiance entre les habitants, l'État, les gouvernements successifs qui peuvent arriver. Je pense très honnêtement que les propositions qu'on fera, mais je vous dis on démarre, vont aller bien au-delà de ce principe de smicardisation, mais ça, on ira plutôt sur le coût travail et sur les dispositifs sociaux que nous avons aujourd'hui à disposition. Alors vous évoquiez y compris la santé, je le dis. Pardon, excusez-moi. On a des Français qui sont désespérés de ne plus avoir de médecins. On a des Français... Enfin, je voyais encore hier, on s'attaque à des situations individuelles où on a des gens qui meurent dans nos hôpitaux parce qu'effectivement, ils ne sont pas pris en charge. Les Français ont peur. Les Français sont dans la crainte et se disent mais nos systèmes ne sont plus à la hauteur. Donc je pense qu'il faut qu'on révise nos systèmes. Et réviser nos systèmes, ça nécessite de faire des choix. Et c'est un vrai courage politique à avoir. Vous évoquez l'éducation nationale, qui est encore aujourd'hui le premier budget de l'État. Encore aujourd'hui. Au cours de son discours, Gabriel Attal a réaffirmé sa volonté d'uniformiser les lycéens. L'expérimentation va même commencer dans quelques jours, à la fin des vacances de février, dans certains départements. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative ? Sur les tenues et sur les uniformes. Voilà, sur les lycéens aient le même uniforme, quel que soit leur milieu social. Mais si ça pouvait résoudre le problème du niveau de formation des enfants, ça serait formidable. Mais franchement, c'est un peu gadget tout ça. C'est un peu gadget, voilà. Franchement, on va regarder ça. L'actualité va être braquée pendant quelques semaines sur ces petits. Ça va être très mignon. Mais non, mais c'est pas le problème de fond. Ce n'est pas le problème de fond. Allez voir aujourd'hui des enseignants. J'étais il n'y a pas très longtemps avec des enseignants qui sont sur la Villeneuve, à Grenoble. Quartier difficile. Des enseignants qui sont très investis, très militants, etc. Et ils me disaient, on a de plus en plus d'enfants qui sont des enfants qui relèvent vraiment du secteur du handicap, de la psychiatrie. Certes, on a moins d'enfants parce qu'il y a eu des doublements de classe, et ça, c'est plutôt intéressant. Mais on a des vrais enfants qui perturbent la classe, qui sont parfois violents avec eux-mêmes, violents avec d'autres enfants, qui nous poussent à être violents nous-mêmes, parfois avec eux. Et ça, c'est très compliqué à apprécier. Et pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? On en arrive là parce qu'à un moment donné, on n'a plus de place en pédopsychiatrie, parce qu'on n'a plus de place pour ces enfants-là, et on perturbe le fonctionnement de notre école. Ça veut dire que ce système scolaire, il faut qu'on le reprenne de début jusqu'à la fin, en y intégrant aussi du médico-social, en y intégrant aussi des enjeux médicaux. Et je pense que très honnêtement, ces principes d'uniforme ne vont pas résoudre grand-chose. Bon, voilà, moi j'ai travaillé dans la distribution en plus pendant des années, on vendait des marques. Bon, ben voilà, ça sera un peu plus compliqué pour mes collègues, mais en même temps, je pense que très honnêtement, c'est un gadget, mais qui ne résout pas le problème de fond. Mais ça ne me surprend pas. C'est exactement la stratégie du président de la République, Emmanuel Macron, une surcommunication sans résoudre les problèmes de fond. Bon, on le voit, Gabriel Attal a trouvé en tout cas un soutien de poids sur ce projet, puisque Laurent Wauquiez est très enthousiaste, lui, sur cette initiative. Il a présenté d'ailleurs à la presse les tenues qui seraient portées par les lycéens en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a 5 lycées qui vont être choisis, qui expérimenteront donc ces tenues. Plus de 200 € par élève, ça représente quand même un coût de 100 millions d'euros par an si on habille l'ensemble des lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui peut susciter quelques critiques. C'est peut-être de l'argent qu'on pourrait mettre ailleurs. C'est surtout pour la distribution des marques qui ne seront pas vendues ou des vêtements qui ne seront pas vendus. Voilà. Donc dans les deux sens, mais ça ne résout pas le problème de fond. Franchement, ça ne résout pas le problème de fond. Les Français nous attendent ailleurs et les enseignants nous attendent ailleurs. Bon. Lors de ce même discours de politique générale, Gabriel Attal a cité le nom d'un député, et un seul, en 1 heure de discours. Vous savez lequel ? Alors je le sais d'autant plus que parce que vous savez que Gabriel Attal faisait son discours à l'Assemblée nationale la veille le mardi, et le lendemain au Sénat. Et du coup en même temps le ministre Le Maire
lisait le même discours de Gabriel Attal. En fait, nous, au Sénat, nous avions le ministre Le Maire qui lisait le discours de Gabriel Attal. Alors, quand il a dit qu'il était né en 89, personne n'a cru Bruno Le Maire, mais il le lisait. Et comme vous le savez, les sénateurs sont un peu plus sages que les députés. Nous, c'est allé beaucoup plus vite qu'à l'Assemblée nationale où le Premier ministre a été un peu perturbé. Et du coup, moi, j'ai entendu le nom de Yannick Neuder avant qu'il ne soit prononcé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc, j'ai informé Yannick Neuder par SMS. Je lui ai dit, mais tu es une star. Et il ne comprenait pas. Et il a compris peu de temps après. Non, mais c'est bien, je suis contente parce que Yannick, c'est vraiment un député qui très rapidement a endossé l'habit de parlementaire. C'est pas simple, hein, vous savez. Moi, j'ai souvent dit, hein, j'ai été élu local, je suis passé parlementaire. Il faut un peu de temps pour s'adapter. Yannick a été très performant. Il travaille énormément, ça, on le savait tous. Dans le secteur de la santé, il a des choses à dire, il y a des choses à faire. Moi, je suis très contente pour Yannick. Reste effectivement, je crois qu'il avait rencontré le Premier ministre pour voir comment est-ce qu'il pouvait mettre en application un certain nombre de choses. Nous, on va se dépêcher, alors on a juste un problème de timing, de voir si on peut inscrire le texte de loi de Yannick à l'ordre du jour du Sénat, parce que pour qu'un texte de loi soit promulgué, il faut qu'il soit voté à l'Assemblée nationale, voté au Sénat conforme. Donc là, pour le moment, il a été voté à l'Assemblée nationale, mais pas encore au Sénat. Donc on va discuter de tout ça, mais je suis très, très heureuse pour Yannick. Bon, on a reçu deux citations à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Alors, c'était avant que le gouvernement soit au complet. Il n'y en avait pas vraiment de ministre de la Santé. Vous l'avez perçu comme un potentiel appel du pied. Vous parliez des démarchages individuels. On était très inquiets. Je ne vous le cache pas, hein. C'est-à-dire entre il y a eu effectivement ces premières nominations. Je veux dire, voilà, Rachida Dati, ça nous a. Moi, je vous dis, moi, ça m'a blessée. Je vous le dis comme je le pense. C'est peut-être un peu affectif, c'est peut-être pas très politique, mais je vous donne mon ressenti. Et puis après, sur le deuxième, on avait plein de noms qui circulaient. Donc le sien, pour la santé, il est cardiologue. Le sien, nos collègues sénateurs, dont certains experts dans des sujets, pas forcément des noms qui sont connus dans le département de l'Isère, mais dont certains experts. Et on se disait, pourvu que non, quoi. Pourvu que non, parce qu'à un moment donné, déshabiller le Parlement, déshabiller des familles politiques, qu'est-ce qui reste derrière ? Quand le président de la République, Emmanuel Macron, ne se représentera pas, ce qui sera le cas, on aura des familles politiques qui avant composaient ce qu'on appelait des alternances, qui auront effectivement à un moment donné été gratignées par des gens qu'on aura enlevés, par des personnalités qui auront effectivement rejoint d'autres groupes politiques, et du coup on permettra plus une alternance, et je pense que pour notre pays, c'est assez dramatique, quoi. Je pense que très honnêtement, au bout de 2 mandats d'Emmanuel Macron, on se dira qu'est-ce qui reste, et on se dira qu'est-ce qui reste, il ne reste rien. Si ce n'est qu'à un moment donné, il a détruit tout ce qui faisait la richesse de notre pays. Je vous le dis comme je le pense. Bon, c'est finalement Frédéric Valletoux qui a été choisi pour être ministre de la Santé et pas le député isérois Yannick Neuder. Je ne le connais pas bien, mais j'avais vu son texte de loi. Je sais que les médecins libéraux étaient très remontés contre lui. C'était mis en grève contre lui au mois de novembre. Bon, on va voir. On verra ce que ça donne. En tout cas, le gouvernement a tout de suite été mis à rude épreuve avec le mouvement de colère des agriculteurs que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, les Gilets jaunes avaient occupé les ronds-points à l'époque. Les agriculteurs ont pris les routes et les autoroutes en otage. Notamment à Grenoble, avec une coupure pendant plusieurs jours de l'A480. Vous avez trouvé des similitudes entre les deux mouvements sociaux ? Oui, je pense qu'on a trouvé des similitudes. En tout cas, nous, on est allés les rencontrer. Alors moi, je le dis avec modestie, mais c'est un milieu que je connais très bien. Je veux dire, je suis une élue rurale. Ma famille est dans l'agriculture. Mon neveu, ma nièce sont en train de monter une exploitation. Je vois combien c'est compliqué, combien ça devient technique, ces métiers. Mais chaque métier a sa particularité. Et j'allais presque dire, chaque mètre carré de chaque métier a sa particularité. C'est un dossier qui est très technique et très compliqué. Mais c'est une douleur qui est extrême. Quand on les rencontre, on se dit, mais comment on en est arrivé là, quoi ? Comment on en est arrivé là ? Et je pense que... Vous savez, j'ai 2 exemples, si je puis me permettre. L'exemple du loup. Et l'exemple vécu de mon neveu et ma nièce. Mon neveu et ma nièce, ils font des poules. Ils ont 250 poules, ils vont arriver à 1000 poules. Ils ont eu effectivement une analyse pour leurs 250 poules qui est faite par un vétérinaire. C'est normal, on vient voir s'il n'y a pas de pesticides qui font qu'à un moment donné, voilà, on ne peut pas vendre les œufs, on ne peut pas vendre les poules. Donc cette analyse a été faite par un vétérinaire. Puis peu de temps après, on a 2 autres personnes qui débarquent, en l'occurrence des administrations, et qui viennent mesurer la même chose que ce que le vétérinaire avait mesuré. Bon, déjà, c'est compliqué. En plus, ils viennent à 2. Ils font des analyses qui relèvent plutôt d'un cheptel de 1000 poules que de 250. Vous savez, les agriculteurs, ils connaissent maintenant bien la
la législation et la réglementation. Ma nièce leur dit, mais comment ça se fait que vous analysez ça de cette façon-là alors que j'ai pas mis le pool? La réponse, c'est, il vaut mieux l'analyser maintenant, trouver les bactéries maintenant et que vous arrivez à tuer vos 250 poules plutôt que à tuer les 1000 poules. Vous vous rendez compte comment on parle à des agriculteurs? On leur dit, vous pouvez tuer vos 250 poules tout de suite, plutôt que d'attendre de tuer les 1000 poules. Mais les agriculteurs, ils aiment leurs animaux, ils ne sont pas là pour tuer leurs animaux. Donc ça, c'est une espèce de surpuissance de la réglementation et d'un certain nombre de personnes qui l'appliquent, qui n'est juste pas acceptable. Et puis la deuxième chose, c'est le loup. Vous savez qu'on a un plan loup qui est en place. Sur ce plan loup, il faut clairement, effectivement, se dire qu'on a fait une avancée en essayant de regarder si on ne peut pas déclasser le loup. Sauf que sur le plan loup, on propose de déclasser le loup, parce que l'Europe le demande aussi, oui. On est bien d'accord. Sauf que quand vous lisez le plan loup, il est proposé effectivement de déclasser le loup, mais de faire une étude pour savoir quel impact aura le déclassement du loup. Donc ça veut dire que le déclassement du loup, selon ce qui relève de... Un, n'est pas pour demain, et deux, selon ce qui relève de l'étude, on en fera ce qu'on n'en fera pas. Mais je suis désolée. Si à un moment donné, on dit que le loup n'est plus une espèce qui est surprotégée, et bien à ce moment-là, on le considère comme tous les animaux, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un nombre de loups, et tout ce qui dépasse le nombre de loups, il y a un plan, et on régule. C'est tout. Donc voilà. Donc on est toujours sur ce en même temps, et je peux comprendre qu'à un moment donné, quand on est agriculteur, quand on met son énergie, quand on met sa vie dans une entreprise, qu'on ait à un moment donné des gens qui débarquent chez vous et qui vous mettent en application quelque chose qui ne relève pas de votre cheptel, que vous êtes tout seul face à une administration surpuissante, ça soit difficile. Et quand ça explose, très honnêtement, c'est une douleur qui est très difficile. Alors qu'on a une surcommunication, je reviens sur cette surcommunication, avec la loi Egalim qui devait tout résoudre. Et malheureusement, on sait très bien que ce n'est pas par une loi qu'on résout tous les problèmes. Donc il ne fallait pas que le gouvernement communique ici aussi d'une telle façon sur l'agriculture, parce que ça ne résout pas les problèmes au quotidien. Surtout qu'elle n'a pas été appliquée. Elle n'a pas été appliquée, bien sûr. Et puis on a eu la 1, la 2, ça devient très compliqué, elle n'a pas été appliquée. Moi j'espère très honnêtement, pour l'agriculture, j'espère qu'on va arriver à avancer après effectivement les manifestations des agriculteurs. Je l'espère sincèrement. Vous voyez ici, là, le gouvernement a promis d'essayer de simplifier la vie des agriculteurs, d'enlever des normes, a mis en suspens, en pause le plan Éco-Ficto. Alors ça pose aussi des questions sur la santé de la population, puisque c'était un plan qui avait vocation à réduire l'usage des pesticides. Est-ce que, selon vous, ce sont des réponses qui sont à la hauteur des attentes? Juste sur les pesticides, aujourd'hui, on a un peu plus de 300 pesticides qui sont autorisés en France, alors qu'à l'échelle européenne, il y en a 459 qui sont autorisés. Je vous le dis quand même, quand on parle de surtransposition, ça veut dire qu'à un moment donné, nous, on prend des surprécautions qui posent des vraies difficultés dans un certain nombre de filiales. Typiquement, le sucre est en difficulté parce qu'on ne peut pas utiliser certains pesticides alors qu'ils sont autorisés dans d'autres pays européens. Bon, j'imagine qu'on prend le même soin des agriculteurs dans d'autres pays européens qu'on ne le prend en France. Donc ça, c'est pour vous dire qu'on a quand même des efforts à faire en la matière. Moi, très honnêtement, j'ai envie de croire que c'est un déclic et en tout cas, nous, on aidera le gouvernement. On a fait des propositions en la matière. On aidera le gouvernement à sauver notre agriculture. Nous en avons besoin. On fait un travail important au niveau local et je crois que le président du département était là il n'y a pas très longtemps. Il a évoqué tout ce qui a été mis en place pour les agriculteurs au niveau local avec la marque Isère. Et je crois qu'au niveau national, on doit effectivement donner des caps clairs. En tout cas, nous, dès lors que le gouvernement se positionnera ainsi, on sera derrière lui pour effectivement sauver l'intégralité des filières économiques et agricoles de notre pays. Vous parlez de la loi Egalim. Est-ce qu'il faut mettre la pression, tordre le bras à la grande distribution pour qu'elle achète plus cher les produits agricoles? Bien sûr, il faut le faire. On avait été interpellé peu de temps avant par les producteurs de lait. Lactalis a acheté le lait à un prix qui n'est juste pas décent. En même temps, c'est compliqué pour les élus d'intervenir. C'est de la négociation de gré à gré. Mais par contre, la loi Egalim n'était pas appliquée. Et je crois que là, le gouvernement a compris qu'il fallait effectivement faire un certain nombre de contrôles. Et je crois que c'est important. Après, les marges de la distribution ne sont pas non plus excessives. Je rappelle quand même que, même si d'un point de vue mécanique, comptable, il y a des choses sans doute à revoir, le groupe Casino se casse la figure. Je le dis quand même. Donc ça veut dire qu'au niveau de la distribution,
il y a quand même aussi des marges qui ne sont pas aussi exceptionnelles que ce qu'on veut bien laisser entendre. Ce qui veut dire s'ils achètent plus cher, ils vont vendre plus cher avec l'inflation. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on veut augmenter les salaires, il faut baisser le coût du travail. Si on veut baisser le coût du travail, ça veut dire qu'il faut revoir nos filets sociaux et les repenser autrement. Les filets sociaux d'après-guerre ne peuvent plus exister. La preuve, c'est qu'on n'arrive plus effectivement à les mettre en application, qu'on n'a plus de médecins, qu'on n'est plus en sécurité, qu'on a des problèmes avec l'équilibre de l'assurance chômage et qu'on a aussi des problèmes avec l'équilibre des retraites. Donc il faut revoir nos systèmes, revoir nos filets sociaux pour effectivement qu'on ait un coût de travail qui soit moins onéreux et qu'on puisse permettre à nos chefs d'entreprise qui n'ont qu'une volonté, c'est de garder leur personnel. Et pour garder leur personnel, ils veulent augmenter leurs salariés. Mais encore faut-il que 500 € d'augmentation ne correspondent pas à 2000 € de dépenses avec les charges sociales et les charges patronales. C'est ça aujourd'hui quand on est juste au-dessus du SMIC. Pas quand on est défiscalisé et désocialisé, mais quand on est juste au-dessus du SMIC, 500 € d'augmentation coûte 2000 € à un chef d'entreprise. 4 fois. 4 fois plus, c'est énorme. Ou alors on reste au niveau du SMIC et à ce moment-là, on est à 0,3%, mais ça veut dire qu'on tire tout le monde vers le bas. Et ce n'est pas ce que veulent les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, ils veulent garder leurs salariés, voire même ils veulent en embaucher en plus, Donc il faut baisser le coût du travail, donc il faut revoir nos systèmes sociaux. Bon, le prochain rendez-vous, en tout cas pour les agriculteurs, c'est la semaine prochaine avec le début du Salon de l'agriculture. Vous le sentez comment ce rendez-vous? Traditionnellement, le chef de l'État est présent sur ce salon. Ils sont très inquiets, le chef de l'État est très inquiet, le Premier ministre est très inquiet. Je pense que c'est pour ça qu'ils redoublent d'auditions. J'ai entendu, moi, le président de la FDSEA qui disait bienveillance mais vigilance. Je pense que les agriculteurs savent très bien que le coup qu'ils ont porté, pardon du terme, avec les manifestations a été un vrai déclencheur. Ils savent que le Salon de l'agriculture est un autre rendez-vous et qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de fenêtres de tir, Donc je pense que s'il n'y a pas des actes posés forts qui correspondent véritablement à la réalité, je pense que le salon va mal se passer. Moi, mon intérêt, c'est que le salon se passe bien, mais non pas tant pour que le Premier ministre et le Président de la République puissent divaguer en paix dans les allées. Ça, je veux dire, c'est pas mon souci, mais pour que notre agriculture se porte bien et que nos agriculteurs sur place ne soient pas soumis soit à une administration surpuissante qui les brise, qui les broie, soit effectivement à une espèce de lobbying de la part d'un certain nombre de catégories de population qui aussi va à l'encontre des intérêts agricoles. Je veux dire, quand on parle effectivement des problématiques de réserve d'eau, moi, je sais pour le vivre. J'ai des agriculteurs qui essayent effectivement de préserver leur exploitation sur mon territoire avec nécessairement des réserves d'eau à mettre en place. Ça fait 3 ans qu'ils travaillent avec la réglementation, qu'ils ont mis en application leur dispositif en conformité avec la réglementation. Et je n'ai de cesse que de recevoir des messages de la part d'une catégorie de population qui dit c'est scandaleux, c'est ci, c'est là, il faut qu'on aille tout casser, il faut qu'on aille piller tout ça, etc. C'est ça quand même ce à quoi ils assistent. Et ça, c'est pas normal. Donc il faut effectivement qu'on envoie des messages clairs pour nos agriculteurs et les défendre, y compris sur le loup. Allez, dans l'actualité de la semaine, il y a la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion, un système de fausses factures mis en place à l'époque par l'UMP pour masquer le dépassement des frais de campagne sur la présidentielle 2012. L'ancien président a écopé d'1 an de prison, dont 6 mois ferme. Cette fois, c'est en appel, donc c'est définitif. Il avait déjà été condamné pour corruption et trafic d'influence à 1 an de prison ferme. La prison ferme pour un ancien président de la République, c'est une première. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, la prison ferme, mais immédiatement assortie d'un bracelet électronique. Il n'ira pas en prison en tant que tel. Le symbole sera peut-être moins fort, mais ça reste une condamnation quand même oui, c'est une condamnation importante. Qui est forte. Je pense qu'il y a un principe d'exemplarité. Je pense. En plus, je pense que la justice a peu goûté au fait que le président Sarkozy n'ait pas assisté à toute l'audience dans une première partie. Donc voilà, ils ont senti un peu une espèce de mépris de la part du président qui n'a pas dû arranger les choses, du président Sarkozy qui n'a pas dû arranger les choses. Bon, voilà, je n'ai pas à commenter les décisions de la justice, mais je dois dire que si à un moment donné la peine s'était appliquée, franchement, moi, je peux sortir la nuit tranquille si je sais que le président Sarkozy est dehors. Par contre, si d'autres personnes qui ont commis des actes ne sont pas en prison, alors qu'elles sont susceptibles d'être condamnées, parfois, je ne sortirai pas tranquille en sachant qu'elles rôdent autour de chez moi ou qu'elles rôdent à proximité. Voilà. Le président Sarkozy, je trouve que le bracelet électronique est quand même le minima que la Cour ait pu faire pour lui, parce que voilà, il n'a pas à être en prison, sauf effectivement à vouloir l'humilier. Et je ne suis pas sûre que la société s'en sorte grandie. Alors, puisqu'on parle d'élus condamnés, Fabien Mullic, qui est votre binôme sur le canton Matésine-Trièves, était encore, il y a quelques mois, le vice-président du département en charge de l'agriculture. Il a démissionné de ses fonctions juste avant d'être rattrapé par une affaire judiciaire embêtante pour un élu, puisqu'il a été reconnu coupable de fraude électorale.
On lui reproche d'avoir voté pour 2 personnes lors d'un scrutin départemental en 2021. Il a lui-même reconnu son erreur. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité. C'était au mois de janvier. Une décision sur laquelle il a fait appel. Vous avez compris le sens de cet appel ? Il est en droit de le faire. Nous sommes en France. Il y a des procédures et puis il y a des procédures d'appel. Donc il est en droit de le faire. Ce qui est certain, c'est que, vous savez, quand on s'engage dans la vie, que ce soit un engagement social, économique, politique, on s'engage pour différentes raisons. Moi, je me suis engagée dans la vie parce que j'aime les hommes et les femmes et que j'ai envie effectivement de tenter de résoudre leurs problématiques. Et quand je m'engage en politique, je le fais aussi parce qu'il y a une relation humaine qui est forte. Moi, j'ai une relation humaine très forte avec Fabien Milik. Fabien Milik, vous avez dit que c'était mon binôme, mais c'est mon ami. C'est mon ami. Il a commis une erreur, qu'il a reconnue, qu'il paye. Et la justice en a décidé ainsi. Je suis triste pour lui, je vous le dis. Je sais qu'un certain nombre de personnes, d'élus politiques, se sont offusqués du fait qu'à un moment donné, j'ai pu me positionner sur cette procédure. Et très honnêtement, si c'était à refaire demain, je le referais. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai témoigné. Lors de la première procédure, pas en appel, puisqu'il n'est pas encore jugé en appel, j'ai témoigné du fait d'abord que Fabien Milik avait fait une erreur et qu'il l'avait reconnue, c'est ce que j'ai dit dans mon témoignage, mais je témoignais de l'action qu'il conduisait sur le terrain. Fabien a cherché tout le temps à répondre aux attentes des habitants de notre canton et au-delà, quand il était vice-président de la filière agricole et de résoudre des problématiques de la filière agricole. C'est ce pourquoi j'ai témoigné. Et très honnêtement, si c'était à refaire, je le referais parce que mon engagement il est humain. Je suis triste pour lui parce qu'il a commis une erreur qu'il n'aurait pas dû faire. Il a fait un geste qu'il n'aurait pas dû faire. Il a reconnu lui-même. Il le paye très cher. En même temps, je reste son ami, il reste mon ami, et je ferai en sorte que les choses se passent bien pour lui à titre personnel. Voilà. Et je crois que la fidélité en amitié, c'est aussi quelque chose qui est important. En tout cas, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et si je me suis engagée en politique, c'est précisément parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont autour de moi et que je les apprécie et que je ferai tout effectivement pour qu'à un moment donné, les choses se passent bien pour eux aussi. Bon, alors l'appel étant suspensif, Oui. Fabien Milik reste donc pour l'instant conseiller départemental, maire de Corps également, et puis vice-président de la montagne au sein de la communauté de communes de la Matésine. Et à ce titre, il est investi en ce moment sur le projet de sauvegarde de la station de l'Alpe du Grand Cerf. On est en pleine période de vacances d'hiver. Alors, ce n'est pas exactement sur votre territoire, mais j'imagine que c'est un sujet que vous suivez, Frédérique. Bien sûr, c'est un sujet que je suis d'autant plus que, vous l'avez dit, ce n'est pas sur mon canton. C'est sur le canton de Loisan, mais c'est dans le département de l'Isère. C'est très connecté à la Matésine. C'est très connecté à la Matésine. Nous avons sur le plateau Matésine et Trièves 2 stations de moyenne montagne, Gresse-en-Vercors et l'Alpe du Grand Cerf, qu'on essaye avec d'ailleurs des stratégies différentes, qu'on essaye effectivement de sauver, parce que les équilibres financiers sont instables en termes d'exploitation, et surtout les investissements ne sont pas forcément toujours faciles à mettre en place, puisqu'effectivement on a de moins en moins d'aides sur les investissements des stations de moyenne montagne. Et pour autant, je vais vous dire une chose. Demain, c'est un week-end de chassé-croisé. Je suis sûre qu'effectivement, nous aurons de nombreuses personnes qui vont monter à l'Alpe du Grand Cerf, qui vont monter à Gresse-en-Vercors. Pourquoi est-ce qu'ils monteront à l'Alpe du Grand Cerf et à Gresse-en-Vercors ? Parce que c'est un univers de montagne, que les gens aiment la montagne, que la montagne, elle ne bougera jamais. Alors effectivement, il y aura ou pas de la neige, mais qu'elle ne bougera jamais, et que les gens ont envie de respirer cette ambiance montagne. Donc on a effectivement des énergies à mettre en place. Alors il y a des stratégies différentes d'un côté et de l'autre pour sauver ces stations de moyenne montagne, et surtout qui sont des stations qui permettent à de nombreux habitants de notre département, mais au-delà, au niveau national et international, de skier à des prix qui soient des prix compétitifs et abordables pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens de mettre des forfaits, enfin des prix de forfait trop importants pour un certain nombre d'entre elles, quoi. Donc voilà, donc il faut qu'on fasse le maximum pour les sauver. Il y a 2 stratégies différentes, je le disais. La première, conduite par l'intercommunalité de la Matésine, qui est devenue compétente en lieu et place de la commune de l'Alpe du Grand Cerf. C'est maintenant l'intercommunalité qui gère l'Alpe du Grand Cerf, alors qu'avant c'était la commune de l'Alpe du Grand Cerf. Donc l'intercommunalité gère la station de ski. Et par ailleurs, elle a un plan qui est un plan de 27 millions d'euros sur lequel le département de l'Isère a dit « nous mettrons 3 millions d'euros ».
Donc, vous parliez de Fabien Mulic tout à l'heure. Nous étions autour de la table avec le président Barbier quand le président Barbier a dit, en accord avec Fabien Mulic, Frédérique Puissat, nous mettrons 3 millions d'euros dans l'Alpe du Grand Serre. Et pour Grèce-en-Vercors, on a pris une décision hier soir, enfin jeudi soir en l'occurrence, de décider d'aider au niveau du département toutes les politiques d'investissement de la commune de Grèce-en-Vercors à hauteur de 50%. C'est des avancées que nous faisons avec un objectif, soutenir l'investissement, mais au-delà, accompagner dans une phase de transition nécessaire. Parce qu'effectivement, si on prend cette saison d'hiver, peut-être que ça sera différent l'hiver prochain, et peut-être que l'hiver dernier, c'était encore différent. Il n'y a pas de neige sur cet hiver, quoi. Et les saisons, les périodes de vacances de février vont être compliquées pour ces stations de moyenne montagne. Hein, et ça vaut pour la Chartreuse, ça vaut pour le Vercors, etc. Oui, certains sites en Chartreuse qui sont d'ailleurs fermés, bien Saint-Pierre, faute de neige. Vous évoquez 27 millions d'euros. C'est effectivement le projet d'un gros porteur, notamment pour accéder aux champs de neige plus élevés à l'Alpe du Grand Serre. C'est une station dont le chiffre d'affaires tourne autour d'1 million d'euros par an. Est-ce que ce n'est pas disproportionné comme investissement public par rapport à la taille de la station? C'est un peu ce que pointait le rapport de la Cour des comptes, rendu il y a quelques jours, pas spécifiquement sur l'Alpe du Grand Serre, mais sur l'économie des stations de moyenne montagne qui étaient trop subventionnées selon eux, avec des investissements pas toujours très pertinents. Le rapport de la Cour des comptes, il y aurait beaucoup à dire sur celui-là, comme sur d'autres d'ailleurs. Mais sur celui-là, il y aurait beaucoup à dire. D'ailleurs, je pense qu'ils ne sont pas tout à fait au courant de ce qui se passe, parce que les transitions, elles se font depuis très longtemps sur ces stations. J'ai été maire d'une commune qui portait une station de ski. On a assuré la transition, même si ça n'a pas été suffisant pour le modèle économique. Mais en même temps, voilà, c'est 27 millions d'euros. Écoutez, ça a été porté par la présidente de l'intercommunalité, voté par les élus. Donc, on va voir comment les choses peuvent se mettre en place. Ce que je crois, c'est que le département est au rendez-vous, la région est au rendez-vous, l'intercommunalité est au rendez-vous, reste l'État. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, regardons quand même la situation financière de l'État. Donc, effectivement, on attend 7 millions d'euros de la part de l'État. Nous avons fait un courrier avec Michel Savin et Damien Michalet la semaine dernière à l'endroit du Premier ministre pour effectivement que cette somme puisse être débloquée. Je sais que Marie-Noëlle Battistel, en tant que députée de la circonscription, l'a fait également, que l'intercommunalité s'est mobilisée également à l'endroit de l'État, s'est mobilisée plus. Pour le moment, ça ne bouge pas. Mais malheureusement, cette saison va devoir se terminer. Mais je dissocie bien l'exploitation et l'investissement. Il faut qu'au niveau de l'exploitation, on soit irréprochable aussi. Toutes les dépenses doivent être extrêmement calibrées, en adéquation avec la neige ou pas la neige, de façon à ce qu'on n'ait pas des pertes d'exploitation qui mettent à mal l'investissement de demain. Donc c'est quand même deux choses qui sont bien différentes. Oui, vous avez évoqué votre station, c'est le col de l'Arzelier, la commune de Châteaubernard. On le voit là en image, qui est fermée, en tout cas pour la station de ski depuis 5 ans. Les remontées mécaniques sont fermées, mais avec tout ce qui impacte autour, elle ne réouvrira jamais, cette station de ski. Vous savez, je vais vous donner quelques chiffres. Le budget de la commune de Châteaubernard, c'est à peu près 350 000 euros par an. La station de ski avait un déficit de l'ordre de 100 à 150 000 euros par an. Et ce déficit était comblé par le budget de la commune. Et au bout d'un moment, moi, j'ai fait le budget, je fais encore le budget, je suis toujours conseillère municipale sur la commune, donc je fais le budget, bien entendu, avec le maire et puis avec les adjoints. Quand on faisait le budget et que la station fonctionnait, à un moment donné, on se trouvait coincé à se dire, mais où est-ce qu'on va trouver de l'argent dans le budget de la commune pour aller effectivement renflouer le déficit des remontées mécaniques. Et au bout d'un moment, quand on gratte, eh ben, on en arrive à des choses qu'on ne peut plus bouger, c'est-à-dire des agents, des fonctionnaires, des prérogatives de la municipalité qui sont des prérogatives essentielles, l'école, etc. Et au bout d'un moment, on s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça, parce qu'on va emporter ce qui fait l'essence d'une commune, c'est-à-dire la vie de la commune au niveau scolaire, la vie de la commune au niveau de l'organisation des routes, de l'eau, de l'assainissement, on ne peut pas tout sacrifier pour la station. Donc on a arrêté parce que le modèle économique ne nous permettait pas de porter les choses. Mais très honnêtement, si on l'avait porté au niveau de l'intercommunalité, on aurait porté le problème à l'intercommunalité. Donc ça veut dire qu'on a arrêté, on a eu le courage politique de le faire. Reste effectivement aujourd'hui des remontées mécaniques sur lesquelles il faut qu'on intervienne parce qu'elles sont dans le paysage. Mais par contre, il y a du monde. Il y a du monde parce que la station elle est toujours là, parce que je dis bien la station, pas les remontées mécaniques. Ouais, le site est toujours là, la montagne est toujours là, les gens viennent faire de la luge, marcher, respirer, se balader. Alors c'est vrai que ça ne fait pas une rentabilité économique, mais ça ne fait pas non plus un déficit. Faire du vélo, comme vous le voyez, quoi. Et ça existe encore, ça existera toujours, et c'est toujours une fréquentation qui existe. Et il faut qu'on le fasse perdurer. Et il y a des choses qui sont mises en place par la municipalité qui sont de très bonnes choses en la matière.
Bon, j'incite les téléspectateurs à aller à l'Alpe du Grand Cerf aussi, mais au col de l'Arzelier. Il y a effectivement une jeune école de vélo, de VTT Absolument. qui s'est mise en place et qui accueille tout le monde pendant toute la saison, hiver comme été. Ce site magnifique. Ça, c'est le panorama d'été, mais c'est très beau aussi pendant l'hiver. La semaine dernière, je recevais à votre place une autre parlementaire iséroise, les députés pour le MoDem, c'est Élodie Jacquier-Laforge. Et comme c'est la tradition dans cette émission, je lui ai demandé, Frédérique Puissat, de vous poser une question. On l'écoute. Madame la sénatrice, quand le texte arrivera au Sénat, allez-vous voter pour la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse? Alors, le texte va arriver au Sénat à la fin du mois de février, donc le 28 normalement. Il est déjà au Sénat. Il est déjà au Sénat, oui. Il est passé à la commission des lois mardi. Il doit être voté le 28, c'est ça? Il doit être voté, il passe en séance publique le 28 février. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Élodie Jacquier-Laforge? Je réponds à Élodie Jacquier-Laforge deux choses. La première, je suis surprise qu'une parlementaire me pose cette question-là. Je pense qu'il y a d'autres sujets de préoccupation dans notre pays et qu'elle aurait pu me poser des questions sur l'actualité agricole économique, sur l'actualité en termes de sécurité, sur l'actualité en termes d'immigration. Je pense qu'on répondrait davantage à la problématique des Français. Néanmoins, si je reviens sur la question qu'elle me pose, j'ai envie de lui dire que nous allons d'abord travailler le texte. Aujourd'hui, il y a un texte qui n'a qu'un seul article. Et je vous lis l'article, puisque je l'ai réécrit. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie d'avoir recours à une IVG. Je rappelle quand même que l'IVG est déjà dans le Code de la santé. Et c'est déjà un article du Code de la santé qui est absolument très clair, puisque le droit positif, puisque c'est le Code de la santé, énonce le fait que la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou une sage-femme l'interruption de sa grossesse avant la fin de sa 14e semaine de grossesse. Il y a 1 an en arrière, on est passé de 12 semaines à 14 semaines, ce qui n'est pas un petit pas quand même, puisque je rappelle quand même que l'IVG, c'est à la fois l'équilibre de la liberté de la femme, mais aussi l'équilibre de la liberté de l'enfant. C'est quand même ça, l'essence de ce que Simone Veil avait voulu sur ce texte de loi. Donc on a déjà quelque chose qui existe dans le Code de la santé. Très honnêtement, personne ne remet en cause l'IVG. Personne ne remet en cause l'IVG. Il n'y a pas un parti politique qui remet en cause l'IVG. Il n'y a pas un Français qui remet en cause l'IVG. Il y a eu le précédent aux États-Unis. Non, mais ce n'était pas du tout la même chose. Ce n'était pas du tout la même chose. On a exporté une problématique d'un autre pays en France sur un pays qui est organisé de façon très différente, avec un système, avec des territoires et des États qui ont leurs propres prérogatives. Nous sommes une nation, une et indivisible, qui est régie effectivement par un certain nombre de codes, et en l'occurrence le Code de la santé qui est très clair. On a soumis au Conseil constitutionnel 4 fois le droit à l'IVG. Par 4 fois, le Conseil constitutionnel a dit toutes les décisions qui sont effectivement portées sur l'IVG sont conformes à la Constitution. Donc là, on est en train de nous dire qu'il faut constitutionnaliser l'IVG. C'est-à-dire qu'il faut effectivement ériger le fait qu'il faut mettre l'IVG dans la Constitution. C'est ce qu'a dit le président du Sénat. La Constitution n'est pas là pour qu'on ait aujourd'hui un certain nombre de catalogues de droits sociétaux. Aujourd'hui, c'est l'IVG. Demain, on le sait, il y aura la fin de vie qui sera dans la Constitution. Il y aura un certain nombre de choses qui seront dans la Constitution. On sait que ça va être porté. Et j'écoutais ce que disait Badinter quand il a voté le texte de loi sur la peine de mort. L'abolition de la peine de mort. Il a dit les parlementaires ne doivent pas être les miroirs de la nation, mais au contraire, ce sont les phares qui doivent éclairer la nation. Moi, je n'ai pas envie d'être le miroir sociétal de ce que pensent les Français. Moi, je pense, aujourd'hui, on va travailler le texte de loi et on aura effectivement un vote le 28. Aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas utile de constitutionnaliser l'IVG. Donc aujourd'hui, je pense que je ne voterai pas ce texte de loi. Ça ne veut pas dire que je suis contre l'IVG, je vais dire, je suis une femme, chacun a son histoire. Avec l'IVG, j'ai mon histoire. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais je pense qu'à un moment donné, cette position, je le dis aussi, est une surcommunication du gouvernement, du président de la République. Et moi, je n'ai pas envie de répondre à cette surcommunication. J'ai envie simplement de dire, on est déjà dans un texte de loi qui existe, qui pose aucune difficulté. Je ne vois pas pourquoi je le mettrai effectivement dans la Constitution. Je vous le dis très franchement, on a autour de nous un certain nombre d'élus qui ne voteront pas la même chose que nous dans notre groupe politique. Dans notre département, sur ma liste, Michel Savin, Damien Michalet n'auront pas la même position que moi, sans doute. Mais moi, j'assume ma position parce que je considère que ce n'est pas parce qu'on nous demande de faire quelque chose et on nous dit mettez-vous en ordre de marche qu'il faut qu'on le fasse. Je pense qu'il n'y a jamais eu une problématique de ce type-là. Et du coup, je pense que je résisterai, mais je vais voir comment les choses vont avancer. Et je l'assume.
Eh ben, on suivra ça puisque c'est dans quelques jours que le Sénat va devoir Mais je le dis aussi, se prononcer. c'est pas la préoccupation des Français. Les Français, ils nous attendent sur des problématiques de déserts médicaux, ils nous attendent sur des problématiques de sécurité, ils nous attendent sur des problématiques de droits sociaux. C'est là-dessus qu'ils nous attendent. Et j'ai envie de dire à ma collègue députée, je ne lui pose pas de questions, mais franchement, ce que pensent les gens de ce que je pense sur la constitutionnalisation de l'IVG, je ne suis pas sûre qu'en descendant dans la rue, on me pose cette question-là. Je n'en suis pas sûre. Un dernier sujet, parce que j'ai vu que vous avez écrit une lettre au Premier ministre il y a quelques jours avec justement Michel Savin, autre sénateur isérois. Et Damien Michalet. Vous êtes 3 sénateurs LR en Isère. Une lettre dans laquelle vous vous inquiétez de l'avenir de la ligne TGV entre Grenoble et Paris. Pourquoi elle pourrait être... Eh bien, écoutez, on l'a fait parce que notre rôle, c'est quand même d'être un peu en veille sur un certain nombre de sujets. Cette ligne est malade depuis très longtemps. Hein, la ligne entre Grenoble et Lyon est malade. Je me rappelle d'Haroun Tazieff, qui était un célèbre vulcanologue, qui était élu dans notre département de l'Isère. Il disait que c'était le TGV menteur entre Lyon et Grenoble. Et c'est vrai. Et c'est surtout aujourd'hui une ligne qui est sans cesse en retard. Enfin, je le dis, hein, je prends moi le train toutes les semaines. Il n'y a pas une semaine où ce train arrive à l'heure. Pas une semaine. C'est-à-dire qu'entre Lyon et Grenoble, on est toujours en 20, 10, 30 minutes de retard. Donc on a une vraie difficulté. Mais surtout, on a pu lire effectivement un rapport de la SNCF dans lequel la rentabilité d'un certain nombre de lignes faisait en sorte que la SNCF les remettait en cause. Et celle de Grenoble-Lyon était citée comme une ligne qui n'était pas rentable et du coup qui pourrait être demain remise en cause. Donc nous avons interpellé le Premier ministre. Alors entre-temps, la SNCF a dit que c'était une erreur, mais en même temps, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc on s'est effectivement préoccupé de cet aspect-là, sachant quand même qu'un certain nombre de trains ont disparu de cette ligne. Et je le sais aussi, parce que le train n'est pas à l'heure entre Lyon et Grenoble. Que font maintenant la majorité des Isérois? Ils vont soit à Valence TGV prendre le train pour être à 2 heures de Paris, soit ils vont à Lyon-Saint-Exupéry pour prendre le train. Enfin, on remet des voitures sur les routes et puis surtout, on isole Grenoble. Enfin, moi, je suis désolée, Grenoble est quand même une capitale, la capitale des Alpes. Il y a une vie économique, il y a une vie sociale et nous, on se doit de bien desservir cette ville que nous aimons. On verra si la ligne TGV Grenoble-Paris revient un peu plus dans les standards de ce que peut attendre les utilisateurs. Lyon-Paris pose zéro problème. Oui, hein. c'est la partie entre Lyon et Grenoble qui... TGV menteur. Qui est impacté. Et ça fait de très nombreuses années que ce segment pose problème. On n'aura pas le temps, Frédérique Puissat, je suis sûr que vous êtes déçu de parler des histoires qui animent le Sénat en ce moment, avec des histoires de sextape un peu surprenantes pour cette institution. On parlera peut-être quand on aura le dénouement de cette histoire. Il vous reste une mission, c'est de poser une question à notre invité de la semaine prochaine. Alors, ça ne sera pas la semaine prochaine, puisqu'on a les vacances et puis une émission, le QG des maires, ce sera l'émission du 8 mars, mais on aura une femme, maire d'Échirolles. Elle a pris ses fonctions il y a quelques mois, elle s'appelle Amandine Demort. Vous la connaissez puisqu'elle siège également avec vous au département, pas dans le même groupe, puisqu'elle est au Parti communiste. Je vous laisse regarder la caméra en face de vous et lui poser une question. Alors déjà, je voulais la féliciter de cette élection et lui souhaiter bon courage et bonne chance parce que Échirolles est une ville importante et on a besoin effectivement que les choses se passent bien sur cette commune. J'ai lu la presse quand elle a été élue et chère Amandine, vous avez dit que vous souhaitiez être effectivement le maire de tous les habitants et de toutes les habitantes d'Échirolles et je vous en félicite. J'ai le sentiment qu'un certain nombre de maires ne sont pas forcément les maires de tous leurs habitants et qu'ils sont restés des militants politiques. Et je pense en l'occurrence au maire de Grenoble, qui à mon sens est resté un militant politique et je voulais avoir son sentiment sur le sujet. Eh bien, merci Frédérique Puissat. Elle vous répondra donc sur le week-end du 8 mars. Ce sera la journée internationale consacrée aux droits des femmes. On aura une élue UE sur ce plateau. J'étais très heureux de vous avoir aussi sur ce QG politique. Vous pouvez revoir toutes nos émissions en replay sur le site internet telegrenoble.net.